noir de monde, noir de merde, voilà la qualification de la manifestation à laquelle j'ai participé. C'est vous dire l'ambiance dans le pays et la conflictualité qui va s'installer parce que l'extrême droite, la xénophobie existent dans ce pays. Ceux qui veulent couvrir ces actes de violence policière existent dans ce pays. On était toutes les deux à essayer de se frayer un chemin dans la foule qui était une foule impressionnante. Déjà en 2005, j'étais dans la rue après la mort de Zied et Bouna, deux jeunes qui étaient poursuivis par la police, qui se sont retrouvés enfermés et électrocutés. Et à l'époque, c'était pas du tout la même ambiance. La mobilisation, elle est là plus politique, plus massive, plus calme et déterminée qu'à l'époque de 2005 où ce sont des émeutes, on s'en souvient bien, qui ont suivi. Il y a une défiance qui s'est installée entre la population et la police, et en particulier évidemment dans les banlieues populaires ou dans les territoires maintenant des Gilets jaunes qui ont subi une violence policière absolument incroyable. 43% des Français seulement a confiance dans la police. Il n'y a pas d'autre solution que l'application de la justice et que cesse l'impunité. Voilà, il sera dit que je carbure à la tisane. Certains vous parlent et vous reparlent de distanciation sociale, expression que je n'aime pas du tout, parce qu'en réalité, il s'agit de distanciation physique. Et fort heureusement, nous sommes en train de basculer vers le déconfinement et un virus qui semble disparaître. Alors, il faut toujours rester vigilant, mais aussi saluer l'avancée, en tout cas du combat contre le coronavirus. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de rapprochement social, parce que nous entrons dans une séquence de mobilisation et aussi dans une nécessité qui s'avance de convergence de différentes luttes qui commencent à se réveiller. Les deux premières, vous les avez vues sans doute comme moi, à Renault, Maubeuge en particulier, mais Cergy également, les salariés qui se révoltent, et je le comprends, contre la fermeture de leur site. Et d'un autre côté, le même jour, à Paris, il y a eu une grande manifestation de sans-papiers, des centaines de sans-papiers, soutenus par un texte qui est paru dans Regard de 300 personnalités. Et là aussi, il s'agissait de faire valoir des droits dans cette période difficile qui s'ouvre, où la crise sanitaire a produit ses méfaits. Et donc, il va falloir se mobiliser pour qu'on aille de l'avant et qu'on ne fasse pas comme avant, voire même en accélérant, comme je l'ai déjà dit, avec une forme de choc néolibéral à la façon dont le décrit Naomi Klein, qui nous ferait reculer, régresser. Et je dirais que la mobilisation sociale qui a le plus marqué cette nouvelle séquence, c'est celle contre les violences policières. Et j'y étais cette semaine devant le tribunal à Paris. Et avec ma collègue communiste Elsa Faucillon, on était toutes les deux à essayer de se frayer un chemin dans la foule, qui était une foule impressionnante. 20 000 personnes selon la police, 80 000 selon les organisateurs. Une manifestation qui n'est même pas autorisée, dans un moment où le déconfinement n'est pas total. Franchement, c'était impressionnant, avec un relais massif sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et moi, ce que j'ai vu, c'est non seulement le nombre, mais c'est aussi le profil des personnes qui étaient venues exprimer leur colère. On y croisait à la fois une jeunesse opprimée, noire, arabe, qui vient dire que ça suffit, et aussi une jeunesse blanche, scandalisée, qui vient dire que là, on ne peut plus continuer comme ça. Et je trouve que c'était ce mélange, ces couleurs de la France qui étaient là dans la rue et qui ont permis de donner une voix tout à fait singulière à ce combat. Et je dis singulière à ce combat parce que pour ma part, déjà en 2005, j'étais dans la rue après la mort de Zied et Bouna, deux jeunes qui étaient poursuivis par la police, qui se sont retrouvés enfermés et électrocutés. Et à l'époque, c'était pas du tout la même ambiance. La manifestation était une manifestation défensive, absolument pas populaire comme elle semble l'être aujourd'hui, avec l'écho que l'on rencontre, un écho qui est même international, avec ce qui se passe aux États-Unis, où il y a un réveil incroyable de la contestation sur ce terrain après la mort de George Floyd. Mais en France, il y a un écho, et ce que je ressens, c'est que la mobilisation, elle est là
plus politique, plus massive, plus calme et déterminée qu'à l'époque de 2005 où ce sont des émeutes, on s'en souvient bien, qui ont suivi avec des voitures, des bâtiments publics qui ont brûlé en chaîne et ces images incroyables qui ont fait le tour du monde où des jeunes sans slogan, sans quelque part message politique construit, exprimaient juste une colère brute et assez destructrice. Or là, ce qui s'exprime, c'est une colère beaucoup plus politique avec des slogans construits, pas de justice, pas de paix. Voilà, un combat contre l'impunité, ou alors plus de Camélia Jordana, moins de Castaner. Ça, c'est aussi un message qui est un message fortement politique, et c'était joyeux de voir Camélia Jordana dans la manifestation chantant et avec ce soutien populaire, alors qu'elle a quand même reçu dans le monde médiatico-politique et sur les réseaux sociaux beaucoup d'insultes et de critiques face à sa façon d'exprimer sur une émission de grande écoute des choses que beaucoup pensent assez simplement, que c'est pas possible d'être sans cesse contrôlé quand on a grandi dans une banlieue populaire et que les violences policières, ça suffit le déni, pour le dire très simplement. Et donc ça pose un contexte de mobilisation à l'égard d'une réalité qu'il faut maintenant voir, qu'il faut maintenant absolument voir, parce qu'il y a une défiance qui s'est installée entre la population et la police, et en particulier évidemment dans les banlieues populaires ou dans les territoires maintenant des Gilets jaunes qui ont subi une violence policière absolument incroyable, filmée, que tout le monde a pu voir. Et aujourd'hui, le constat est celui-là, c'est que 43% des Français seulement fait confiance dans la police, a confiance dans la police. C'est 7 points de moins qu'en août dernier. 20% expriment une inquiétude, 10% expriment carrément de l'hostilité à l'égard de la police. Par ailleurs, en 1980, c'était 5 personnes qui mouraient en moyenne chaque année suite à une interpellation policière. Aujourd'hui, c'est 12 en moyenne chaque année. Donc il y a là, je crois, une manière de voir un symptôme, quelque chose qui dysfonctionne. Mais de l'autre côté, quand on se met du côté des policiers, on voit bien que ça ne va pas non plus, puisque on constate qu'il y a 36% de plus de suicides dans le milieu policier que dans le reste de la population. Et encore cette semaine, un policier s'est suicidé dans la police municipale dans les Vosges, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une hécatombe et qu'il y a un mal-être grandissant parmi les forces de police. En fait, ça ne peut pas continuer comme ça. La police républicaine doit faire son travail dans le cadre de la loi, du respect de la loi. Elle n'est pas au-dessus des normes qui sont des normes de droit, de respect des personnes interpellées, d'usage proportionné de la force et non pas disproportionné. Tout cela n'est absolument pas possible, et que le noyau de policiers qui ne respectent pas ces normes-là rejaillit sur l'ensemble des policiers, et qu'une population qui n'a pas confiance à ce point dans la police républicaine, c'est évidemment une société qui ne peut pas fonctionner correctement. Donc c'est un engrenage duquel il faut sortir, et pour qu'on en sorte, il n'y a pas d'autre solution que l'application de la justice et que cesse l'impunité. Quand je vois cet engrenage, en fait, je pense à ce film que vous avez peut-être vu, c'est ma génération, La haine, à l'intérieur, il y a cette scène, c'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète « jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien ». Sauf que le problème, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et là, nous en sommes précisément là, c'est qu'il va falloir atterrir et ne pas se faire trop mal. Or, le problème, c'est que ceux qui nous gouvernent sont dans un déni absolu à l'égard de cette réalité, à la fois des violences policières et de l'ampleur du racisme structurel dans notre société. Et je pense à ces mots d'Emmanuel Macron, peut-être les avez-vous oubliés, je vous les redis, il a osé nous dire « Ne parlez pas de violences policières ». Ces mots sont inacceptables en état de droit. Difficile de mieux exprimer le déni du réel qui est celui du président de la République. Alors je crois que depuis, il a vu le film Les Misérables de Lajli, mais enfin visiblement ça ne l'a pas suffisamment percuté, alors que le film montre extrêmement bien
le problème de ces relations avec des jeunes dans les quartiers populaires, dans les banlieues populaires, et la police, ces difficultés qui sont récurrentes et graves, et le montrent très bien, mais je n'ai pas le sentiment qu'Emmanuel Macron en ait retenu grand-chose, et d'ailleurs Castaner non plus, puisqu'il ne cesse de couvrir la police et d'ailleurs toute la hiérarchie d'autorité. Souvenez-vous du préfet Lallemand, dans une manifestation avec des gilets jaunes, et où il dit à cette femme qui défilait « Nous ne sommes pas du même camp ». Nous ne sommes pas du même camp, il le dit, et il n'a pas de rappel à l'ordre au sommet d'État. Il est toujours là, l'Allemand, et il peut proférer toute une série de discours inadmissibles, de mots, et par la suite, tout cela se décline évidemment en actes, parce que la police, l'État représenté par le préfet, n'a pas dans une manifestation à dire qu'il n'est pas du camp des manifestants. Ce n'est pas son rôle, et ce n'est d'autant plus pas son rôle qu'il faut bien mesurer l'offensive. L'offensive, je pense en particulier au syndicat Alliance, qui est un syndicat important dans la police, très puissant, et qui n'arrête pas de provoquer. D'ailleurs, il vient de demander l'interdiction de filmer les policiers, donc potentiellement les violences policières, et il est relayé à l'Assemblée nationale. Cette demande est relayée à l'Assemblée nationale par Éric Ciotti, qui est député LR, mais il n'est pas le seul à être de ce côté-là. D'une certaine manière, il s'agit de cacher, de rendre invisibles ces violences, alors que parfois, pour avoir des preuves, le fait que ça a été filmé est évidemment essentiel. Je pense à Cédric Chouviat en 2018. C'était un livreur de 41 ans qui a été interpellé et massacré, tout simplement massacré. Et peut-être que le fait qu'il y ait eu des images pour que d'abord nous puissions en avoir conscience, mais aussi pour que la justice puisse faire son travail à partir de faits avérés, pas simplement de témoignages, a sans doute été tout à fait décisif. Et c'est la même chose pour, par exemple, Aboubacar Fofana ou bien d'autres qui subissent ces violences-là. L'offensive de ce syndicat, elle n'est pas sans lien avec celle de l'extrême droite qu'on connaît bien sur le sujet, qu'on connaît sur le sujet du racisme, mais aussi sur le sujet de la couverture des violences policières. Il faut savoir que le vote Front National est très supérieur à la moyenne parmi les fonctionnaires de police, et que cette ambiance-là, on l'a aussi ressentie en lisant tout récemment cette enquête de Mediapart et d'Arte Radio, assez hallucinante. Je vous invite à la lire si vous ne l'avez pas faite, parce que cette enquête montre qu'il y a eu des policiers qui ont carrément stocké des armes dans une espèce de délire de suprémacistes blancs, persuadés qu'il y avait l'imminence d'une guerre raciale, et que dans cette guerre raciale, eux, ils ont dégouliné d'injures absolument insensées, à l'égard, d'ailleurs beaucoup en prend pour son grade, puisque ce sont tous ceux prétendus ennemis de la race blanche. Donc parmi tous ces ennemis, vous avez les Noirs qualifiés de nègres, les Arabes qualifiés de bounoules, les gens du voyage qualifiés de putains de manouches, les femmes traitées de putes, même chez les policières, les Juifs de fils de pute, qui dirigent le pays en compagnie des gauchistes, les homosexuels, enfin j'en passe, et des pires. Et donc le fait qu'ils stockent également des armes dans cet état d'esprit-là aurait dû faire l'objet de mesures particulièrement drastiques. Et pour autant, ils n'ont fait l'objet d'aucune suspension. Leur téléphone portable n'a pas été saisi. Et avant leur convocation, ils ont fanfaronné en expliquant qu'ils avaient pu effacer les messages. Donc c'est dire qu'il y a vraiment un problème pour que l'impunité cesse et qu'on soit capable immédiatement d'agir et de faire reculer ces violences et ce racisme. Alors moi j'ai le sentiment que la première mobilisation, je dis première parce que à mon avis c'est le début de quelque chose qui s'est joué à la fois à Paris devant le tribunal, mais aussi à Marseille, à Toulouse, à Montpellier et ailleurs. C'est le début de quelque chose et c'est déjà en train de gagner des points. Alors c'est petit, on peut toujours trouver ça petit, mais c'est intéressant quand même parce que le soir de la manifestation, le ministre Castaner fait un tweet qui, moi, m'a glacée, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas un mot pour
Gabriel, ce jeune de 14 ans, un adolescent qui manque de perdre un œil suite justement à une opération policière, un adolescent, pas un mot du ministre Castaner, pas un mot toujours sur Adama Traoré, sur rien du tout. Mais par contre, le soir même, il fait un tweet pour dire que rien ne justifie les violences survenues à Paris, hein, bien sûr. Vous avez vu, moi je suis restée 2 heures dans la manifestation et ce qui m'a frappé, c'est au contraire le calme et la détermination calme de celles et ceux qui étaient présents, et il ajoute qu'il se tient à féliciter les forces de sécurité pour leur sang-froid, mais pas un mot sur les enjeux de racisme et de violence policière qui étaient posés par la manifestation. Mais le lendemain au Sénat, quand même, il est obligé de réagir. Et il dit, chaque faute, chaque excès, chaque mot, y compris les expressions racistes, feront l'objet d'une enquête, d'une décision, d'une sanction. Donc c'est déjà mieux que ce qu'on a entendu depuis 3 ans de Macronie. Et puis, il décide dans la foulée de déclencher une enquête sur des messages racistes qu'on a trouvés sur un groupe Facebook suivi par des milliers de fonctionnaires de police, et dans lequel on a lu des choses assez édifiantes, pour le dire assez ignobles même, très vulgaires, très affreux, très sexistes, racistes à souhait. Par exemple, cette expression que « Paris, j'ai un doute qu'on soit encore en France », et suivi de « noir de monde, noir de merde ». Voilà la qualification de la manifestation à laquelle j'ai participé. C'est vous dire l'ambiance dans le pays et la conflictualité qui va s'installer, parce que l'extrême droite, la xénophobie existe dans ce pays. Ceux qui veulent couvrir ces actes de violence policière existent dans ce pays, et il existe beaucoup de monde, et il faut faire entendre sa voix, qui ne veulent plus de tout cela, y compris parmi les policiers pour le coup. On sait qu'aux États-Unis, il y a eu ce mouvement des génuflexions, les policiers qui, devant des manifestants, se mettaient à terre pour dire qu'ils étaient d'accord avec les manifestants. Donc ça existe, et ça existe aussi en France, et je tiens à le rappeler et à le dire. Mais donc il faut qu'on arrive à joindre nos forces pour dire ce chemin qui est un chemin d'émancipation contre toutes les oppressions, et que convergent les différentes luttes sociales qui s'annoncent. La très importante prochaine manifestation, me semble-t-il, c'est celle des soignants, le 16 juin, je rappelle, le 16 juin, avec une intersyndicale, et nous avons beaucoup tapé sur les casseroles, dit des mots importants à nos fenêtres pour exprimer notre soutien au personnel soignant qui était déjà, avant la crise sanitaire, en état de burn-out, et qui là a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire et qui mérite vraiment mieux que des médailles, comme notre système hospitalier mérite vraiment mieux que de simples merci. Il faut maintenant aligner les moyens humains, concrets, pour ouvrir des lits à l'hôpital, permettre qu'on travaille non pas avec des blouses en sac poubelle, c'est une image, mais c'est une image qui a été assez parlante, mais qu'on ait les moyens de travailler, et que les personnels qui font ce boulot aient les moyens de le faire, soient reconnus à leur juste mesure, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas. Il faut revaloriser tous les métiers du soin, et de façon tout à fait urgente. Mais ce que je pense, c'est que la lutte des soignants peut être décisive à partir du 16 juin, et elle le sera d'autant plus que va coaguler toute une série de mobilisations sur le terrain social, comme on dit. Et pour moi, dans social, il y a aussi les manifestations contre les violences policières et le racisme, comme il peut y avoir des manifestations féministes, comme il peut y avoir des manifestations de type marche pour le climat. Tout cela fait partie de la question sociale et doit converger fortement. Et comme les temps qui viennent vont être probablement d'une extrême violence parce que la récession économique est là. Nous savons déjà qu'1 million de chômeurs supplémentaires sont à nos portes, et que ce n'est que le début probablement. Donc si on continue dans le même cadre et avec les mêmes clous de logique d'austérité, de défiscalisation des heures supplémentaires au lieu de partager le travail, de remise sur pied de la fameuse réforme de l'assurance chômage pour en fait diminuer le nombre de bénéficiaires, nous allons aller dans un mur de béton effroyable. Donc il faut absolument qu'on change de logique, et pour arriver à imposer le partage des richesses, la transition énergétique, ces enjeux majeurs, fin du monde, fin du mois, même combat, pour qu'on arrive à faire ça, il faut que ça grandisse, que ça fleurisse de partout, et que ça se fédère en un grand mouvement très, très fort et très, très rassemblé face au bloc
gouvernementales qui s'entêtent. Et dans le qui s'entête, j'en ai un en tête, c'est le cas de le dire, parce que ça m'a frappé cette semaine, c'est Darmanin sur RTL qui, le 29 mai, on lui demande combien y a-t-il d'aides sociales en France ? Et le ministre répond « Je ne sais pas, mais il y en a trop ». C'est pas mal ça. Je ne sais pas, mais il y en a trop. Donc il ne sait pas. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais il a la conviction, a priori, que l'aide sociale est trop importante dans notre pays. Ben, vous voyez, avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge parce que c'est évidemment de soutien, de solidarité dont nous allons avoir besoin, de changer de logique, mais en tout cas de penser que ceux qui vont se retrouver dans la merde, je n'ai pas d'autres mots, eh bien, c'est pas parce qu'ils l'auront cherché, c'est pas parce qu'il suffisait qu'ils traversent la rue pour trouver un emploi, c'est bien qu'il y avait un problème social de non-partage des richesses, de non-partage des revenus, de non-partage du temps de travail, et que si on ne rentre pas dans ce dur-là, alors il n'y a pas de solution progressiste, il n'y a que le chaos plus grand encore qui va arriver avec aussi du contrôle social et de l'autoritarisme en même temps, puisqu'on sait très bien que libéralisme économique va de pair avec contrôle social, liberté sous surveillance accrue. Et je termine donc ce propos du jour pour vous inviter à lire un livre absolument génial, enfin moi j'ai adoré, qui s'appelle « Où va l'argent des pauvres ?», qui est un livre que j'ai dévoré, absolument génial, de Denis Colombi. Je ne connaissais pas cet auteur, c'est un sociologue. Et j'ai découvert le livre sur la table dans ma librairie. C'est la joie de retrouver les librairies ouvertes où précisément on tombe sur quelque chose. On n'avait pas pensé, on ne savait pas que c'était sorti et on demande même éventuellement à un être humain de nous dire ce qu'il a lu. Et ça, c'est le bonheur des librairies. Donc ce livre, je l'ai dévoré. Je le trouve d'une intelligence et d'une subtilité rare parce que la question, c'est précisément de savoir comment les pauvres dépensent leur argent, puisqu'on passe leur temps à leur expliquer que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute, et que s'ils dépensaient mieux leur argent, ils ne seraient pas pauvres, bien sûr. C'est magnifique comment Denis Colombi décortique ça, et il pose une question que je trouve intéressante à la fin. Il dit « Qui gagne à l'existence des pauvres, de la pauvreté ? Qui est-ce qui, en fait, ressort gagnant de cette histoire-là ?» Et il dit « C'est presque un problème de roman policier, à qui profite le crime ?» À qui profite le crime. Et je vous assure que si vous lisez le livre, c'est assez limpide parce qu'il nous redit cette chose banale, mais auquel les néolibéraux ne veulent pas croire, c'est qu'il y a un caractère relatif entre la richesse et la pauvreté. Comme le disait très bien Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches.